Bonjour à tous, nous allons continuer à explorer le manuel de sevrage des psychotropes. Alors nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un protocole de sevrage. Nous allons voir un peu la définition. Donc un protocole de sevrage, c'est l'ensemble des règles et des usages observés pour arrêter la prise de médicaments psychiatriques. Donc les protocoles de sevrage peuvent varier en fonction de la classe de molécules à sevrer. Si c'est une benzodiazépine, un antidépresseur, un neuroleptique, ce ne sera pas la même façon de procéder. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, ce n'étaient déjà pas les mêmes règles de sevrage. Par exemple, pour une benzodiazépine, ça peut être des diminutions de 5% tous les 8 jours, alors que pour un antidépresseur, ce sera plutôt de 5% tous les 30 jours. Ensuite, le protocole de sevrage peut varier en fonction des propriétés de la molécule à sevrer. Nous avons vu qu'avec une molécule à demi-vie courte, ce ne sera pas le même protocole qu'avec une molécule à demi-vie longue. Et finalement, un protocole de sevrage peut varier en fonction de l'approche adoptée. C'est-à-dire, les approches, elles diffèrent en fonction de la progressivité et du rythme des diminutions. Et finalement, un protocole de sevrage, ce qu'il y a principalement à retenir, c'est qu'il doit être adapté à la personne qui va se sevrer et aux conditions dans lesquelles elle se sevre. Donc dans le contexte dans lequel elle va le faire. Mais les principaux protocoles de sevrage ont en commun. Premièrement, c'est qu'il y a une diminution progressive et systématique de la dose en cours. Ensuite, dans ces protocoles, ils ont en commun de faire des diminutions qui n'excèdent pas 10%. 10% c'est le maximum des protocoles qui fonctionnent, c'est le maximum de diminution. Et surtout, ces protocoles ont en commun qu'ils ne reviennent pas en arrière. On ne réaugmente pas les doses, ils vont toujours de l'avant. C'est toujours vers des diminutions de doses, quitte à allonger un petit peu le palier de stabilisation, mais on va toujours de l'avant. On ne reprend pas plus de médicaments qu'on en prenait avant. On va toujours en diminuant la quantité prise. Ensuite, qu'est-ce qu'une méthode de sevrage? Donc, une méthode, c'est la manière avec laquelle vous allez appliquer ce protocole de sevrage, vous allez le mettre en place. Alors, on parle souvent de la méthode des 10%. Donc, sur Wikipédia, c'est expliqué que cette méthode consiste à réduire la dose en cours de 10% tous les 1, 2, 3 semaines. Par exemple, dans The Icarus Project, le projet Icarus, il conseille une baisse tous les 2 à 3 semaines. Tandis que Peter Breggin, lui, conseille plutôt des paliers de 7 à 10 jours si la durée du traitement a été inférieure à une année de prise. Le CSK conseille une baisse de 5 à 10% tous les 1 à 2 semaines ou de 12% de la dose toutes les 2 semaines. Le CSK recommande également le manuel Ashton pour plus d'informations sur les protocoles de sevrage. C'est précisé sur Wikipédia, ce qui est assez intéressant de savoir, c'est d'avoir les définitions, c'est que eux ils définissent la dose en cours comme n'étant pas la dose initiale, mais correspondant à la dose restante après chaque diminution. Heather Ashton et The Icarus Project conseillent également, lorsqu'il s'agit d'une molécule benzodiazépine ou d'un antidépresseur à demi-vie courte, la substitution par une demi-vie plus longue, pour diminuer la sévérité et la fréquence des symptômes de sevrage ou de discontinuation. Voilà, c'était pour la définition de Wikipédia. Ce qu'on voit, c'est que les règles de la méthode des 10% diffèrent légèrement en fonction des auteurs, mais ces règles respectent fondamentalement les principes des diminutions faibles de la dose en cours et des paliers de stabilisation de quelques jours entre deux diminutions. Donc ça, c'est les règles des protocoles de sevrage qui fonctionnent. C'est le respect des principes fondamentaux des faibles diminutions de dose et puis du respect des paliers de stabilisation, c'est-à-dire pendant quelques temps, on reste à une dose avant de faire la diminution suivante
pour laisser le temps à l'organisme de s'adapter à ce changement de quantité de molécules qui lui est administrée. Sur le forum Soutien Benzo, l'équipe Thérèse et JP notamment ont remarqué qu'il y avait des choses à prendre en compte en fonction de l'expérience, parce que quand on voit beaucoup de personnes se sevrer et essayer tous ces protocoles, ça fait des années qu'ils regardent ça, et ben, ils ont constaté que le pourcentage des diminutions de 10% est quasiment impossible à tenir sur la longueur. JP a constaté qu'il est possible d'obtenir ce protocole des diminutions de 10% pendant les 3 premiers mois, mais qu'ensuite il fallait passer à un pourcentage plus faible, de 7%, puis de 5% sur les 10 derniers mois et finir avec des diminutions de 3%. Selon JP, c'est avec ce tempo qu'on arrive et surtout qu'on en bénéficie en post-sevrage. C'est-à-dire que le corps, il n'a pas été trop brusqué, il a vraiment eu le temps de s'adapter à chaque diminution, et puis on a adapté le pourcentage des diminutions en fonction de la période de sevrage à laquelle on se trouvait. Au début, il supporte souvent des diminutions de 10%, le corps, mais petit à petit, ça devient des trop grandes diminutions, puis il commence à montrer des signes pas de faiblesse, mais comme quoi ça devient dur. Alors en diminuant de 7%, puis de 5%, puis de 3%, on lui permet d'atténuer ces passages un peu plus difficiles. Donc vraiment, au cours du sevrage, il va être possible d'ajuster le pourcentage de diminution, mais dans la majorité des cas, on ne dépasse pas 10%, des diminutions de 10% de la dose en cours. Ensuite, il y a une autre méthode qui existe, qui est un peu différente de celle de la méthode des diminutions des 10%. C'est en fait, c'est ce qu'ils font dans les pays anglo-saxons, c'est de faire des micro-diminutions, mais tout le temps. Plutôt que de faire des paliers de stabilisation, puis des diminutions de 10% ou de 3%, ils font des diminutions infinitésimales, mais tous les jours. L'idée, c'est que le cerveau ne se rendrait pas compte de ces micro-diminutions d'un jour à l'autre. Le saut serait moins violent pour lui. Donc nous, on n'a pas vraiment de retour de personnes sur ça. On a les retours des personnes anglo-saxonnes, mais pas des francophones. Mais l'idée, ce serait que le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre 0,125 mg de Xanax et 0,124. Donc en diminuant chaque jour vraiment d'un centième, le cerveau ne verrait pas ça. Donc on appelle cette méthode la méthode des micro-sevrages, qui est assez prisée dans les pays anglo-saxons. Ensuite, finalement, il existe une exception à ces règles, à la méthode des 10%, c'est lorsqu'il y a l'intoxication médicamenteuse qui est avérée, c'est-à-dire que vous êtes intoxiqué par le produit, et dans ce cas-là, il faudra procéder à un sevrage rapide, et puis les diminutions pourront peut-être excéder 10%, c'est le médecin qui va déterminer ça, et les paliers pourraient être raccourcis. Donc là, je lis la phrase. Dans le cas d'une intoxication médicamenteuse, le sevrage devra impérativement être mis en place et réalisé par un spécialiste des médicaments psychotropes et des méthodes de sevrage. Ensuite, il existe 2 manières d'arrêter de prendre une molécule psychotrope. C'est soit en l'arrêtant directement, ce qu'on appelle le sevrage direct, soit en la remplaçant par une autre molécule, et c'est elle qu'on va sevrer. C'est le sevrage indirect. Donc je vais parler des sevrages directs et indirects. Donc la méthode de sevrage direct. Donc le principe de cette méthode, c'est de procéder au sevrage direct de cette molécule qu'on prend. On parle de sevrage direct car le sevrage se fait directement à partir de la molécule d'origine et non à partir d'une molécule de substitution. Donc le terme molécule d'origine ou molécule de départ, c'est les termes qui sont employés pour parler de la molécule qui est actuellement prise. Et puis par opposition au terme de molécule de substitution, qui sera la molécule qui sera substituée à cette molécule actuellement prise si on passe par un sevrage indirect et qu'on passe par une substitution.
Quel est l'avantage de passer par une méthode de sevrage direct, donc de sevrer directement la molécule d'origine? Un des avantages, c'est que le système nerveux est déjà, entre guillemets, habitué à travailler avec cette molécule-là, ce qui permet d'éviter les risques qui sont liés à l'introduction d'un nouveau produit, d'une nouvelle molécule, auquel le corps n'a pas encore été confronté. Ça évite d'être exposé aux mauvaises réactions qui peuvent arriver lors de l'introduction d'une nouvelle molécule. Mais un des principaux inconvénients, c'est que le principal inconvénient, c'est que ça s'applique difficilement aux molécules. Le principal inconvénient, c'est qu'un sevrage direct s'applique vraiment difficilement avec une molécule à demi-vie courte. Pourquoi les sevrages directs la méthode de sevrage direct s'applique difficilement au sevrage des molécules à demi-vie courte? C'est parce que, ça peut être difficile de lutter contre les états de manque entre deux prises. Parce que si on a une molécule à demi-vie courte qui dure 10 heures, il va falloir vraiment faire des prises très très régulières, et puis on ne sait pas vraiment à quel moment la molécule arrête d'agir. Est-ce que si elle a une demi-vie courte de 10 heures, est-ce que son effet est de 8 heures, de 9 heures, de 10 heures? On va avoir une plage dans laquelle la personne pourra être en manque en fonction de comment son corps métabolise. Parce que c'est une moyenne, 10 heures, c'est la durée de demi-vie moyenne chez les gens. Chaque personne est différente, a un métabolisme différent, va métaboliser différemment ses molécules. Et en plus, la durée de la demi-vie n'est pas égale à la durée de l'effet de la molécule. La demi-vie, c'est le temps c'est le temps nécessaire au corps pour éliminer la substance, mais ça ne veut pas dire, ça ne donne pas le temps de l'effet de la molécule. Ça nous permet, la demi-vie nous permet d'approximer combien de temps la molécule fait effet, mais on n'est pas très précis. Donc avec ces molécules à demi-vie courte, on n'arrive pas à être super précis. Avec une molécule à demi-vie longue, qui a 120 heures de demi-vie, on va être beaucoup plus couvert longtemps, et il y a plus de probabilité que l'effet reste plus longtemps que chez une molécule à demi-vie courte, qui a une demi-vie de 10 heures, qui au bout de 10 heures est éliminée, mais on ne sait pas si au bout de 8-9 heures, il n'y a déjà plus d'effet. Ensuite, un des autres problèmes d'une méthode de sevrage direct sur une demi-vie courte, c'est que ça va être difficile de maintenir la concentration sanguine constante. Ça veut dire qu'on va avoir de la peine à maintenir constant le taux de la molécule active dans le sang. Ça va assez fluctuer. Et ça aura comme effet en fait à faire des pics de symptômes, puisqu'on n'arrive pas à maintenir stable le taux de molécules dans le sang. Il y aura des pics de symptômes à certains moments. Et puis, un des autres problèmes, c'est qu'il faudra administrer la dose quotidienne en plusieurs fois par jour pour couvrir les 24 heures d'une journée, pour essayer de maintenir cette concentration sanguine stable au cours de la journée, puis pour lutter contre l'état de manque. Donc il va falloir être très précis sur les horaires, et on n'est pas sûr sur les horaires de prise, et on n'est pas sûr d'arriver à maintenir une concentration sanguine de cette molécule qui soit constante, stable. C'est ça qui nous permet en fait d'éviter les symptômes de manque, les pics de symptômes de manque. C'est quand on arrive à maintenir un taux de molécules stable dans le sang au cours de la journée. Et avec une molécule à demi-vie courte qui est rapidement éliminée par le corps, on n'arrive pas à vraiment être très stable sur la concentration de cette molécule dans le sang. Ensuite, la plupart de ces molécules à demi-vie courte sont administrées sous forme de comprimés, et c'est plus compliqué de faire les titrations, les diminutions sur ces comprimés tout au long du sevrage. Au bout d'un moment, ça devient compliqué d'enlever 10%, 5%, 7% de ces comprimés. Alors, maintenant, la méthode de sevrage indirect. Donc le principe de cette méthode, c'est de remplacer la molécule actuelle
par une autre molécule dont les propriétés sont équivalentes mais qui a en plus quelques avantages, notamment d'avoir une demi-vie longue ou une puissance plus faible. Donc typiquement lors d'une procédure de substitution, une molécule à demi-vie courte va être remplacée par une molécule à demi-vie longue qui a les mêmes propriétés psychoactives mais qui a une demi-vie longue ou une puissance plus faible qui la rend plus facile à sevrer. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut passer par un protocole de substitution, mais les avantages sont assez nombreux car ça permet de pallier en fait aux difficultés qu'on rencontre avec la méthode de sevrage direct avec une molécule à demi-vie courte. Notamment, et puis par rapport aussi aux molécules à forte puissance. Donc, la méthode de sevrage indirect, passer par une substitution, remplacer la molécule actuelle par une autre molécule aux propriétés psychoactives similaires mais qui sera plus facile à sevrer, va permettre de pallier aux difficultés rencontrées avec les molécules à demi-vie courte ou les molécules à forte puissance. Ainsi, remplacer une molécule à demi-vie courte par une molécule à demi-vie longue permet de lutter plus efficacement contre le manque entre les prises et donc de réduire la probabilité d'apparition des symptômes de sevrage lors des prises. 2. Ça permet de maintenir la concentration de la substance active beaucoup plus stable dans le sang et ça permet de lisser ces pics de symptômes qui peuvent apparaître. Ensuite, ça aura l'avantage qu'on pourra administrer la dose journalière en une fois ou en 2 fois par jour. C'est vrai qu'avec les molécules à demi-vie courte qu'on sevre directement, il faudra faire 3, 4 prises, voire 5 prises pour rester à peu près stable au niveau de la concentration sanguine. Tandis que là, il y aura une administration d'une prise journalière. Voilà, la dose journalière sera administrée en une fois ou en 2 fois. Et puis là, on sait qu'avec la demi-vie longue, l'effet sera maintenu pendant toute la journée et la concentration de cette molécule psychoactive dans le sang sera constante. Ensuite, un des autres avantages de passer à une demi-vie longue, c'est que les formes galéniques proposées pour cette demi-vie sont souvent plus faciles à sevrer. C'est souvent des médicaments sous forme de gouttes ou de solutions buvables. Donc voilà, pour cette vidéo, j'expliquais ce que c'est un protocole de sevrage. Donc c'est les règles qu'on va utiliser pour faire les diminutions et les paliers de stabilisation. Ensuite, les méthodes de sevrage, comment on va appliquer ces règles. Donc il y a la méthode des 10%. De manière générale, c'est cette méthode-là qui est utilisée partout. Elle est déclinée en différentes... Il y a des détails qui changent, mais de manière générale, c'est des diminutions maximales de 10% et des paliers de 1, 2, 3 semaines. Et puis, j'ai aussi parlé de la méthode des micro-diminutions, où on fait des diminutions tous les jours, mais des diminutions infinitésimales pour essayer de leurrer le cerveau. C'est une méthode qu'on n'a pas beaucoup explorée, donc je vous en parle, mais on ne la connaît pas extrêmement bien, parce qu'il y a peu de monde qui l'a expérimentée dans la communauté francophone. Elle est très connue dans la communauté anglophone. Ensuite, on a parlé de la méthode de sevrage direct, où on fait les diminutions directement sur la molécule actuelle, et la méthode de sevrage indirect, où on va remplacer la molécule qu'on prend maintenant par une autre molécule qui a les mêmes propriétés psychoactives, mais qui sera plus facile à sevrer de par notamment sa propriété d'avoir une demi-vie longue et d'avoir une plus faible puissance. Donc voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Dans la prochaine, j'expliquerai plus en détail ce que c'est la substitution. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.